Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture du Trône de Fer ou Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le chapitre 66, soit le 7e chapitre de Bran, et le premier post Eddard Stark Death. Tu peux le dire en français aussi. Oui. Et, oui, mais... Post-mortem. Ou A Song of Ice and Fire, nous sommes un podcast bilingue. Tu vois, je m'adresse à mon public de l'autre côté, outre-Atlantique, outre-Manche. Tu veux qu'on refasse tous les chapitres en anglais? On commence à être traduire, genre. Ça prend comme ça. Le podcast traduit en plus de 66 langues. Voilà. Ok, je sais pas parler espagnol. Donc oui, un peu de conflit. Parce que, bon, moi je trouve que c'est vraiment un de mes chapitres faves. Et c'est vraiment un chapitre que j'adore. Mais Guillaume n'est pas de cet avis, de ce que j'entends. La partie sur les enfants de la forêt, j'ai beaucoup aimé. Le reste, je m'en fous. Soit. De toute façon, on va en discuter à la fin. Mais vas-y Guillaume, je te laisse commencer par le résumé. Donc, dans ce chapitre, on retrouve Bran à Winterfell. Et il a encore rêvé de la corneille à 3 yeux, qui, cette fois-ci, dans son rêve, le guide dans la crypte de Winterfell, et il est persuadé d'avoir parlé avec son père là-bas. Donc il essaye de s'y rendre, mais Hodor s'y refuse, et il finira en fait par s'y rendre avec Maître Luwin et Osha la sauvageonne, et il retrouvera là-bas Rickon et son loup, et Rickon, lui aussi, a rêvé de son père. Donc Maître Luwin est très troublé, mais persuadé que voilà, c'est juste 2 enfants pour qui leur père les manque, quoi. Sauf que il découvrira plus tard que ses rêves étaient quand même vachement prémonitoires quand il reçoit un message qui l'informe de l'exécution de Ned Stark. Merci Guillaume pour ton résumé. Donc le chapitre débute sur Bran en train d'épier les quelques jeunes hommes restant à Winterfell, en train de s'entraîner dans la grande cour sous le regard de Rodrik Cassel. Bran et le maître Luwin se trouvent eux-mêmes dans une tour de Winterfell, le maître admirant une certaine comète grâce à des lunettes de mire. Donc il y aurait des comètes dans l'univers du Trône de Fer. Soit. Bran et le maître Luwin s'inquiètent d'une part du manque d'hommes à Winterfell, partis soit avec Robb, soit avec Ned, et d'autre part que les hommes restants n'ont pas l'air très adroits avec les armes. Oui, on l'a déjà dit, hein, que je sais plus à quel moment c'est dit, mais tu sais, on dit que Rodrik Cassel, il est retourné... oui, c'est Catelyn qui dit que Rodrik Cassel, il est retourné à Winterfell parce que... voilà, là-bas, il restait plus que les vieillards, les enfants et les incompétents, quoi, je sais plus quoi. Non, mais tu vois, les comme femmes. ça. Oui, les femmes. Le mec, les femmes. Donc, tu vois, à quel moment ils s'étaient quittés, Rodrik Cassel et Catelyn? Après le fiasco du jugement de Tyrion, non? Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. C'est le fiasco. C'est vraiment un fiasco. C'est ça, il a tout perdu. Il a vraiment tout perdu, putain. Et donc, Bran regrette les jours où il pouvait se servir de ses jambes et donc de se battre. Mais le maître lui remet rapidement les idées en place, les systèmes que Bran imagine pour pouvoir se servir à nouveau d'une arme étant irréalisables. Je crois qu'il dit qu'en gros, il monterait sur Hodor et puis lui, il se servirait d'un marteau. Genre en mode... Y'a pas un truc dans un manga et tout Attends, si quand Goten et Trunks ils se battent ah oui, superposés comme ça là. Dans le tournoi des arts martiaux, il mettait une grande cape sur eux, genre. Oui, ça c'est le même délire. Ouais, mais en plus c'est ce qu'il dit, hein. Je crois que c'est que en gros les jambes ça doit être la continuité en fait de ton corps et que oui. Et justement en fait Goten et Trunks c'est pas du tout ça. Bah quoi qu'ils sont chauds, ils arrivent jusqu'en finale mais et en plus ils sont éclatés par c'est 18. C'est 18 qui découvre leur secret ou quelque chose comme ça. Et après elle va en finale contre Satan et genre elle lui fait du chantage. Et elle fait le fameux on va coup de poing retardement là. Petit aparté pour le plus grand manga de tous les temps. Hein.
Et en fait, le maître Lewin lui remet l'idée en place même après avoir évoqué l'histoire d'un certain Siméon Prunel d'étoiles. Donc, Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi on l'appelait comme ça, ce Siméon Prunel d'étoiles? C'est genre, c'est comme le samouraï aveugle. C'est comme Zatoichi, le samouraï aveugle, tu sais, genre c'est un chevalier aveugle, comme Zatoichi. Ouais, mais pourquoi on l'appelle si prunelle d'étoiles? Parce qu'il se fout des saphirs dans les orbites, ce qui est bizarre. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu penses que c'est une histoire vraie ou c'est un conte? Ça pue le conte quand même. Hein. Je veux bien qu'il y ait du fantastique un peu dans Game of Thrones. Mais bon, se battre à l'aveuglette, ouais, c'est pas Daredevil, quoi. Donc pour toi, ça serait plus un conte qu'autre chose, quoi. Ouais. Après, pourquoi pas, hein, je connais pas les limites exactes de ce qui est faisable ou pas dans le Trône de Fer. Mais ça fait un peu trop Marvel, quoi. En tout cas, c'est ce que tu penses comme Maître Lewin, pour qui tout ça, c'est que des fables de l'âge des héros, comme celle de Florian Liggio. Ah, en fait, on avait déjà évoqué quelquefois ce Florian. J'ai oublié. Ouais, c'est surtout Sansa qu'il évoque parce que c'est une histoire qu'elle apprécie, c'est celle de Florian qui aime une femme qui s'appelle Jonqui. Ok. Mais on n'en sait pas plus en fait, ouais. Okay. On sait juste qu'il y a une histoire d'amour entre ce Florian et Jonqui. C'est Sansa, il dit tout le temps, oui, comme Florian aimait sa Jonqui, ou comme Jonqui aimait son Florian, ou comme le prince Aemon Chevalier Dragon aimait la princesse je sais plus le nom. Son nom, la princesse Rhaenyra. Non, c'est pas ça. Non, c'était la femme d'Aegon IV, c'était la femme d'Aegon IV. Ouais. Bran évoque ensuite ses récents rêves avec le maître. Il avait encore conversé avec la corneille à 3 yeux qui lui disait de suivre dans les cryptes. Il lui a retrouvé son père, qui était triste, en rapport avec Jon Bran. Donc, alors juste avant de parler, d'approfondir ce rêve, c'est vrai qu'on a oublié dans le chapitre précédent en fait d'évoquer tous les petits indices quand même qui pouvaient mener à la mort de Ned, parce que je crois que c'était à la fois Jon et à la fois Bran qui avaient fait plusieurs rêves dans les cryptes où ils voyaient Ned. Oui, on avait déjà dit que ça puait quand même. Hein. Ouais. C'est ça, donc on pouvait s'en douter, quoi. C'est pas la première fois mais je crois que c'est Jon qui a déjà fait un rêve et je crois que Bran aussi précédemment. Oui, Bran aussi, je les crois. deux. Donc c'est pas la première fois qu'on voit Ned en tout cas de façon mystique dans les cryptes, quoi. Mais du coup là paraît-il, on comprend pourquoi il est dans la crypte. Hein. Je veux dire, ouais, il est beau au chapitre précédent. Et en plus là, on peut le confirmer, tu vois. C'est bien parce que au moins tu sais, on n'a pas genre en mode 2-3 chapitres, on retourne sur Daenerys, on va voir Tyrion, et puis tu sais, on est dans l'incertitude, mais attends, est-ce que Ned il est vraiment mort, tu vois, là, direct après, il me dit, non, Ned, vous pouvez l'oublier, bon, il est enterré. Mais du coup, là, il paraît triste en rapport avec Jon. Donc, ça vient un peu renforcer, tu vois, cette théorie, Jon est le fils de Lyanna, sûrement qu'il a encore des regrets ou quelque chose comme ça par rapport à Jon. Ouais. Peut-être qu'il a pas pu lui dire là, il regrette de pas pu lui avoir dit la vérité de son vivant, quelque chose comme ça. C'est possible. Bah ouais, je pense que il doit se dire, Jon passera le reste de sa vie sans, parce que là il se dit bon, il y a une personne qui peut lui dire, à part Olandrid. À part Olandrid. Bah, peut-être qu'Olandrid il va se décider. Hein. Peut-être il y a un truc secret genre en mode. Si un jour je meurs et que tu vois, tu passeras à Winterfell et tu révéleras la vérité à Jon ou quelque chose comme ça. Ouais, je suis pas sûr, hein, mais pourquoi pas. En tout cas, maintenant il y a que Olandrid qui peut savoir cette vérité, hein, si elle existe vraiment. Et donc, à son réveil, Bran avait voulu aller dans ses cryptes avec Hodor, mais celui-ci avait refusé net d'y entrer, malgré le fait que Bran ait une torche et qu'il s'était mis à le frapper. Et donc, Guillaume, toi, t'expliques ça comment que Hodor... Parce que là, la façon dont il dit, c'est pas juste... t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui vraiment le bloquait, quoi. C'est pas juste qu'il avait peur, c'est vraiment... il pouvait pas ou il voulait pas absolument rentrer. C'est vrai que c'est bizarre, hein, parce que... Ok, peut-être qu'il se sent interdit d'y aller, mais bon, là, c'est Bran qui lui a autorisé et qui essaie de le forcer. Et...
Et puis enfin oui, c'est un rapport avec la mort, mais non, c'était pas, il y a pas non plus une présence maléfique, je sais pas, dans la crypte non plus quoi. C'est juste une crypte avec. Tu penses que c'est juste une crypte du coup par rapport à ce passage avec Odor? Bah je sais pas pourquoi je vois pas pourquoi pourquoi il s'y refuse autant d'y aller quoi. D'accord. Donc en fait, t'écartes le fait qu'il pourrait y avoir quelque chose de mystique, par exemple. Quelque chose... Bah il y a peut-être un truc mystique, mais quelque chose qui puisse arrêter Odor. Peut-être qu'ils sont un truc un peu mystique, mais... Enfin, il n'y a pas une présence démoniaque dedans, à ce que je sache. Non, mais alors, quand je dis mystique, ça peut, tu vois... Peut-être... Non, mais en vrai, après, c'est des suppositions. Hein. Après, peut-être que juste, il sent la mort dedans et que... Peut-être que juste, il se refuse à aller confronter... les morts en fait. Tu le prends plus d'une certaine façon où c'est vraiment Odor qui ressentirait la chose et qui voudrait pas y entrer, plutôt que ça serait la crypte ou quelque chose à l'intérieur qui l'empêcherait d'y entrer. Pourquoi ils empêcheraient Odor d'y rentrer? Enfin, je vois pas. Tu vois? Ok, d'accord. C'est vraiment une question. Ouais, genre en mode s'il y a une barrière magique. Ouais, un truc du genre, quoi. Qui empêcherait un certain type de personnes d'y aller, mais pourquoi Odor? Enfin, je sais pas. D'accord. Sous l'insistance de Bran, Maître Lewin se résout à l'accompagner dans les cryptes avec Osha la sauvageonne en remplacement de Hodor. Roderick Cassel l'avait délivrée de ses chaînes car elle s'était bien comportée dans l'enceinte de Winterfell depuis sa capture. Bon, là, on voit qu'elle a bien joué son jeu, hein, parce que elle était vraiment à 2 doigts de la mort hein, quand elle a quand même capturé Bran. Donc voilà quoi. Je crois que c'est Théon qui proposait de l'exécuter ou quelque chose comme ça. Et puis, mais bon, on sent qu'elle est pas méchante, tu vois. Non. Je pense qu'elle dehors, elle joue sa survie, mais qu'en vrai, maintenant qu'elle est en sécurité, elle est, voilà quoi, elle est pas cool, elle est cool à vivre entre guillemets. Ouais. Arrivé dans les cryptes, une ambiance malaisante s'y installe. Osha, et même Été, le loup de Bran, détecte le sinistre des cryptes. Donc tu vois, même, alors bon, Osha, bon, c'est une humaine, mais même Été, pour qui on sait que voilà, il ressent des choses et tout, on sent dès qu'il entre dans la crypte, il a ses frissons, il commence à se... En fait, ouais, peut-être qu'il sent que la mort, une âme qui s'y installe ou je sais pas quoi, tu vois. Donc on le savait déjà, mais bon, on le rappelle, la crypte contient les statues de tous les anciens rois du Nord, avec pour tradition, sur leurs genoux, une épée censée tenir à distance les esprits vindicatifs. Par contre, ce qu'on savait pas, c'est que la crypte était plus vaste que Winterfell elle-même, et qu'elle contient plusieurs niveaux souterrains pour remonter sûrement jusqu'à Brandon le Bâtisseur, fondateur de la maison Stark, du mur et de la forteresse de Winterfell. Oh, ils abusent. Ils abusent. Comme Brandon le Bâtisseur, ça fait combien d'années? C'est 8000 ans Non, moins. Non, c'est l'âge des héros, donc on le dit dans le chapitre, c'est 12 000 ans. 12 000 ans. Ouais, parce qu'on dit que... Non, pardon. Si, c'est ça. Et en fait, on parle des enfants... 12 000 ans, c'est les enfants, c'est l'âge de l'aube. Non. C'est 12 000 ans, c'est là où arrivèrent les premiers hommes. On sait pas quand ça a commencé... Parce qu'en fait, on sait quand ça se termine... L'âge de l'aube, il se termine il y a environ... Ah, putain, mais je sais plus parce que j'ai deux dans mes notes. Mais en gros, ce qu'ils disent, c'est que, blablabla, il y a eu les enfants de la forêt, nanana, je sais pas quoi. Et il y a 12 000 ans, les premiers hommes arrivèrent. Ils vécurent en paix avec malgré la longue nuit, etc., pendant 4000 ans. Et puis, 4000 ans après, l'arrivée des premiers hommes, donc il y a moins de 1000 ans, il y a eu, l'arrivée des Andals. Ok, bah, si on fait 12 000 divisé par 25, on va quoi? Ça fait quoi? Je crois par 25. C'est une génération. Hein? Ouais, à peu près. Ça fait quoi? 12 000 divisé par 10... 12, 600, ça fait 6, on va dire, vers 500, à peu près, 500, ouais, quand même 500 rois du Nord, environ, hein. 500 rois du Nord, ouais, bon, il faut de la place quand même. Hein. Ouais, dans la série, on dirait une cave à vin, le truc. Mais dans la série, de toute façon, Winterfell, c'est mal repris. À part si, j'ai vu un... Il y a des plans de loin, parfois, qui sont corrects. Genre c'est vraiment les plans à l'intérieur, t'as vraiment l'impression que c'est une ferme, quoi. Genre le shot de Winterfell de l'épisode 1, c'est vraiment un grand truc, je sais pas si tu vois. De loin, en fait, chaque fois qu'il
qui chope Winterfell de loin, ça va. Et après, à moyenne et distance et à l'intérieur, je me suis dit, mais wesh, genre, la bataille de Winterfell, à la fin, on dirait pas que c'est aussi grand. Et surtout, les plans à l'intérieur, ça fait vraiment une ferme. Ouais, c'est vrai, ouais, exactement, c'est une ferme. Bon, je le dis à chaque fois, mais franchement, t'as ça, et puis t'as le fait que la crypte, oui, voilà, j'ai une cave à vin, quoi. Ouais, non, la crypte, c'est tout petit. Hein. Et encore, parce que... ouais, non, j'avoue, là... Que là je pense genre, ils marchent deux pas, ils font... Oh, Ricard, oh, Lyanna, ouais. oh, Brandon, voilà, c'est tout. Mais en vrai, c'est possible, tu vois, parce que si on se dit que, tu vois, plus tu te rapproches de la sortie, plus c'est récent. En vérité, ouais. Mais en termes d'architecture, c'est complètement débile, hein, parce que tu vas pas prévoir, enfin, tu vas pas les... Normalement, tu mets les pluvies à la surface et au fur et à mesure, bah, tu creuses quand t'as besoin de faire de la place. Tu vas pas directement créer une galerie profonde et après, quitte à manquer de place à la fin. Enfin, c'est débile. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette notion, par exemple, de plusieurs niveaux, en fait, dans la série. Non, pas du tout. Il y a qu'un seul niveau et non, puis, pas du tout. Mais c'est vrai que plus vaste que Winterfell, c'est-à-dire que la crypte, c'est vraiment énorme, hein. Après, ils disent plus large. Mais est-ce que c'est en comptant la superficie, en comptant tous les niveaux souterrains, tu vois? Ou est-ce que c'est vraiment, la largeur d'un niveau est égale à la largeur de Winterfell? Ouais, franchement, ils auraient pu le représenter mieux dans la série s'ils avaient voulu donner cet effet-là, genre donner cette impression qui marche avant d'arriver à leur destination. Je sais pas, le sous-sol de Port-Réal, enfin, on a quand même l'impression un peu que c'est un peu plus vaste, quoi. Ouais. C'est pas incroyable non plus. On dirait quand même, voilà, on sent que ça, qu'il y a de la superficie quand même sous la ville, quoi. Bizarrement, je crois que je pense que le donjon rouge, il doit être plus petit que Winterfell, hein. D'après les descriptions qu'on a eues là. Ah, c'est très possible. Enfin, bon. En termes de superficie, ouais, c'est possible. On dirait que les cryptes, ça a l'air quelque chose assez, avec tout ce qu'on dit, ça a l'air quelque chose d'assez mystérieux, quoi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment, genre les gens, t'as l'impression qu'ils y rentrent jamais. Enfin, personne, y rentre jamais. Et puis quand les gens, ils y rentrent, soit ils peuvent pas rentrer, soit ils ressentent des frissons ou des éléments, hein. Mais c'est vrai que, en y réfléchissant, j'avais pas du tout cette vision d'un endroit où on pouvait s'y perdre. En plus, toutes les bougies, elles sont tout le temps allumées dans la série. On fait, mais qui allume toutes ces bougies? Bran, en passant devant toutes les statues, apprend à Osha qui étaient ces rois et ce qu'ils avaient fait de leur vivant. Bon, alors, les anecdotes, elles sont vachement intéressantes. Donc, on vous conseille de relire ce passage. Et on apprend 2-3 trucs sur les liens entre les Stark et certains de leurs maisons vassales, comme les Mormons de l'île aux ours ou les Palus résidant dans le Neck. Concours de pugilat. Non, mais je trouve que c'était vachement bien compté, tu vois, tout ce qui est, en disant oui, alors lui, Cregan Stark, dont, Chevalier, Aemon Dragon, ouais. Aemon le Chevalier Dragon disait que c'était la plus fine lame. Une des plus fines lames qu'il a rencontrées. On apprend aussi que Ned a fait bâtir des statues pour son frère Brandon, ainsi que pour sa sœur Lyanna, alors même que ce privilège n'est normalement réservé qu'au roi du Nord, car il les aimait tant. Et je me suis dit, bon, Ned, il a les traditions là, franchement, ça fait depuis, voilà quoi, ça fait depuis 12 000 ans qu'on a fait ces cryptes et tout que pour les rois, et toi tu te dis, bon, quand même, moi je vais faire pour mon frère et ma sœur, voilà, pas très cool, hein. Ouais. Moi, je trouvais ça limite quand même. Voilà. T'es un vrai conservateur. Ah oui. Toi, tu votes à droite, toi. Moi? Je suis une gauchiasse de merde. Mais non, ce que je veux dire, c'est que... Non, en fait, dans les anciens actes, je me suis dit, mais... Ouais, si tu veux, mais... Enfin, je veux dire, il y a sûrement eu, depuis 12 000 ans, des histoires compliquées pour des frères, pour des sœurs, c'est pas pour ça qu'on a construit des statues. Donc ça fait un peu genre, en mode... Bon, là, je fais mon livre, pour les besoins du livre et du scénario, on va faire ça, quoi. Non? Ouais, ça peut être... Désolé, j'ai des moments où mon cerveau se barre. En s'approchant de la tombe réservée à Ned, où Bran rêvait l'avoir vue, Luwin se fait violemment attaquer par Broussaille, le loup de Rickon. Bran appelle rapidement Été, afin qu'il vienne en aide au maître. On vit alors Rickon près de la tombe de Ned.
Lui aussi était venu car il avait aussi rêvé de Ned présent dans les cryptes. Maître Lewin se mit en colère car Broussaille était censé être enchaîné, mais Rickon l'avait libéré. Il était, selon le maître, trop féroce pour rester en liberté et avait déjà même fait plusieurs victimes de sa rage incontrôlée. On a déjà eu plusieurs événements de sa rage incontrôlée, mais en même temps, si tu dis que les loups sont-ils à l'image de leur maître, forcément, parce qu'on sent que Rickon... C'est l'insécurité, en fait. Donc du coup, tu deviens violent, genre. Ouais, c'est... cette espèce de peur, en fait. Rickon, il est constamment apeuré de perdre tout ce qu'il a, enfin... Il est constamment apeuré, donc... un chien apeuré, y a rien de pire pour... rien de pire, quoi. Et puis même, je pense qu'il contrôle pas tellement ses émotions, tu vois. Oui. Il est trop jeune. Aussi, ouais. Il est émotif. Donc ouais, si c'est à l'image, ça m'étonne pas que putain, mais ça me saoule. Ça, c'est vraiment un truc et tout, j'ai pas envie de changer la traduction pour lui, tu vois. Broussaille, ça me saoule. Mais, où Broussaille voilà, est à l'image de son maître. Mais bref, Bran et Osha réussirent à calmer le maître et plaidèrent pour que Rickon ainsi que son loup les accompagnent dans la tour de Lewin. Celui-ci, après réflexion, s'accorde sur le fait qu'après qu'avoir fait le même rêve était bizarre, mais naturel, du fait que leur père leur manque à tous les deux, et que de toute façon, Rickon était trop jeune pour qu'on y accorde de l'importance. Et franchement, j'ai lu ça et j'étais genre là, en mode... toi aussi t'abuses, genre, les deux ils ont fait le même rêve, leur père dans la crypte, et toi tu vas dire que c'est bizarre, mais ça veut se comprendre, j'étais là en mode... Voilà quoi. Vraiment le rat qui venait du cœur, tu vois, genre en mode t'abuses, vraiment, là frérot t'abuses. C'est un scientifique. C'est un scientifique dans l'âme. Mais justement, mais je vais revenir après, mais il y a des trucs qui me titillent par rapport à Halloween. Ouais, c'est genre, il est mi-scientifique, mais je m'y connais en histoire d'enfants de la forêt, quoi. Bah, c'est ça le problème. C'est que, bon, de toute façon, je peux le dire maintenant, mais moi, il y a quelque chose qui me dérange, c'est que je me dis, ok, je veux dire, on va y revenir sûrement plus tard, mais il croit jamais, ou il croit plus que ça existe, tu vois. Que les enfants de la forêt existent, que la magie existe, que les rêves de Bran sont réels, etc., sont réels, etc. Mais par contre, il connaît toute l'histoire des 7 couronnes et il sait que la magie a déjà existé. Et moi, ce qui me pose un problème, c'est que je me dis, ok, si tu sais que ça a déjà existé, bah, pourquoi tu penses que ça ne peut plus exister maintenant, tu vois? Alors, donc ça peut pas refaire son apparition quelque part. Il donne même pas il a pas le bénéfice du doute, quoi. Même c'est pas. Ça. Et justement, le fait qu'il n'y ait pas de bénéfice du doute, ça me fait penser à un truc. C'est de me dire, mais je veux dire, c'est-à-dire, soit il sait quelque chose qui ferait que la magie peut plus exister comme elle existait avant. Parce qu'il est super vindicatif en disant, non, mais ça existe pas. Mais il peut pas être tant vindicatif que ça s'il sait que la magie a déjà existé. Ouais. Tu vois? Moi aussi, je trouve ça bizarre. À moins que il sache que bah ça peut plus exister. Mais c'est bizarre, tu vois, parce que c'est de la magie, donc c'est mystique, c'est incontrôlable, c'est à moins qu'il sache qu'on peut la contrôler, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, bah c'est bizarre dans un monde où où il est persuadé que ça ait déjà existé, quoi. Enfin, je sais pas, ce qui est déjà arrivé peut se reproduire, enfin. Bah, exactement. C'est pas exclu. Et genre, il exclut direct, en fait. Voilà. C'est chiant. Et c'est ça que le problème, c'est que je me dis, au départ, tu te dis, enfin, quand tu regardes au premier coup d'œil, tu dis, ouais, il est chiant, genre, moi, il veut pas avouer qu'il a tort, c'est juste un vieux con, quoi. Et puis, tu t'approches, tu te dis, mais pourquoi il est aussi vindicatif que ça? Alors, je veux dire, pourquoi il émet aucun doute, en fait? T'as l'impression que pour lui, c'est vraiment impossible. Alors qu'il sait que ça déjà, et comme tu dis, pourquoi ce qui s'est déjà passé peut pas être reproduit? Donc moi, c'est qu'il doit savoir quelque chose qui fait que ça peut pas se reproduire, comme ça a déjà été avant. Bref, du coup, oui, quand Lewin explique que Rickon était trop jeune pour qu'on lui accorde de l'importance, Rickon s'enflamme et répond qu'il a déjà 4 ans
Et j'ai noté l'expression, quand il dit ça, Rickon, il a l'œil vissé dans la lunette de mire. Et justement, on sait que, c'est Lewin qui expliquait, tu te rappelles quand on a vu la lunette de mire pour la première fois, Guillaume? Alors, c'était pas le message de Lisa? Exactement, ouais. C'était le message que Lisa envoyait à Kathleen pour lui dire, c'est un message secret, que en gros c'était les Lannister et surtout Cersei qui étaient responsables de l'assassinat de Jon Arryn. C'était pas une mort accidentelle. Et il y avait une lunette de mire glissée dans cette lettre et qui voulait dire en gros il faut mieux voir quoi. Il faut voir par-dessus de ce que tu vois. Il faut regarder par-dessus ce que tu vois. Et quand Rickon dit ça, en fait, alors je sais pas, peut-être que je vois trop loin ou peut-être que j'interprète trop, mais il dit ça l'œil vissé dans la lunette de mire, typiquement pour dire peut-être que c'est justement lui qui voit les choses, tu vois. C'est lui qui voit par-dessus ce que Lewin, lui, peut voir, ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais peut-être c'est de la surinterprétation aussi, non? Osha intervient et dit que justement, ces rêves peuvent ne pas être que des rêves, qu'il fallait s'en référer aux enfants de la forêt. Bran se rappelle par les contes de vieilles naines que ceux-ci connaissaient le chant des arbres, qu'ils savent voler comme des oiseaux et nager comme des poissons, ainsi que parler aux bêtes. Là, je voudrais poser la question à toi, Game. Est-ce que tu penses que tout ça c'est vrai ou que c'est juste les contes de vieilles naines qui savent nager comme des poissons, voler comme des oiseaux? Non, pour le coup, j'ai des bonnes raisons de croire que les enfants de la forêt aient vraiment existé. Après, pourquoi je mettrais en... Non, alors qu'ils existaient, ok, mais qui savent voler ou nager comme de telle façon. C'est vrai que ça semble un peu abusé, voler, quoi. Mais ouais, il y a peut-être un peu d'exagération, quand même. Maître Lewin n'y croit toujours pas, surtout que Osha appuie sur le fait que les enfants de la forêt seraient toujours vivants, mais en fait, le Maître Lewin, même s'il y croit pas, en fait, il montre quand même aux deux, hein, à Bran et à Rickon, du ver dragon ou de l'obsidienne. J'ai bien aimé. C'est, en fait, quand tu leur montres, c'est Osha, il dit, oh, du ver dragon. Tu sais, le Maître Lewin qui dit, de l'obsidienne. C'est le scientifique con qui va dire, ah, de l'alcool, de l'éthanol. Tu sais, vraiment rhétorique, quoi, tu vois. Ouais. Et donc voilà, cette obsidienne du ver dragon, c'est la matière dont sont servis les enfants de la forêt en tant qu'armes, et qui était forgée au foyer des dieux dans les entrailles de la terre. Donc voilà, on comprend qu'en gros, c'est forgé dans des volcans, quoi. Quelque chose comme ça. Mais bon, il faut aller loin, les enfants de la forêt, pour récupérer ça. J'espère qu'ils résistaient aux hautes températures, parce que... Bran demande au maître de lui parler plus en détail de ces enfants de la forêt. Et en fait, c'est très cool, parce que Lewin va leur faire, et par conséquent au lecteur aussi, un petit cours d'histoire des 7 couronnes, qui est vachement intéressant, pédagogique aussi. Et bon, du coup, c'est sympa, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas de chronologie, en fait, depuis le début du tome, donc là, c'est tout à la fin du premier, on nous dit, ok, bon, les 7 couronnes, ça s'est construit comme ça. Mais en même temps, c'est pas mal, parce que tu dis, il a placé tous ces petits trucs depuis le début, donc en soi, tout ce que Lewin nous a dit là, on pouvait le savoir, on pouvait le comprendre. À peu près. Ouais. À peu près. On n'avait pas tous les détails quand même. Ouais, c'est ça. Mais là, en tout cas, c'est bien placé de façon linéaire, droite et carrée. Ouais. C'est pratique, genre... pour un peu en apprendre au lecteur. Oh, raconte-moi l'histoire. Quelle partie de l'histoire? Tout. Raconte-moi tout. Genre en mode parle dans le micro. Bon, je vais vous passer tous les détails écrits par rapport aux enfants de la forêt, parce que autant relire le texte. Mais ce qu'on peut noter d'intéressant, je pense, est qu'ils vivaient à l'âge de l'aube, quand ils étaient encore seuls, sans être humains. Ils avaient le teint sombre et étaient de petite taille, vivaient dans les grottes, les lacs ou les arbres, et que leurs dieux étaient les dieux sans nom de la forêt, dont nul ne prononce les noms. Les peuples avaient des sages du nom de verdoyants, et ceux-ci sculptaient dans le tronc des barrales des figures étranges chargées de surveiller la sève. Personne ne sait d'où provenaient ces enfants de la forêt, ni combien de temps leur règne aura duré. Et là, je voulais m'arrêter sur ce point pour dire que
En fait, j'adore quand Martin il écrit des contes de cette manière, tu vois. Je trouve il a un vrai talent pour. Je trouve que c'est génial parce que ça rend tellement l'univers palpable. Ouais, il est bon pour la mythologie. Il en dit pas beaucoup, et en même temps il en dit assez, et en même temps il laisse quand même planer des zones de mystère qui te laissent à chaque fois en vouloir plus, tu vois. Vraiment la phrase personne ne savait d'où venaient ces enfants de la forêt, combien de temps leur règne aura duré. C'est vraiment quelque chose que tu te dis, mais moi j'ai envie de savoir, j'ai envie d'en apprendre plus, et t'as l'impression vraiment d'avoir cet univers. Il le fait mieux que les autres, que beaucoup, hein, parce que souvent, tu sais, ceux qui essayent de, je dis ceux, mais j'ai pas lu 3000 trucs, mais de faire, d'enrichir artificiellement leur univers. Souvent, genre, en mode, c'est bon, tu en balances trop, c'est chiant, là. Ouais. Genre, en mode, genre, j'ai pas envie d'en savoir plus, tu m'en as déjà balancé tellement dans la gueule que... Ouais, mais c'est vrai que des fois, tu lis les premières pages, il y a plein de romans de fantasy que j'ai lus, où tu les premières pages, ça sent... Toi, tu lis beaucoup, ouais, à mon avis, il doit y avoir beaucoup de débuts de romans, tu fais, bon, tu commences fort, là. Ouais, c'est ça. En fait, tu sens que les mecs, ils ont passé 10 à 15 ans à créer leur lore, mais qu'ils veulent, ils veulent tellement te le balader ils veulent tellement te l'envoyer dans la gueule. Ouais. Tu sais, ils t'envoient comment, alors là, ils se baladent sur l'herbe, et cette herbe, c'était appelé le Gendouza, et puis, genre, il dit, et le Gendouza devait s'arroser 2 fois par jour, sinon il mourait, et puis, sur ces Gendouza se baladaient des chiens dogs, qui étaient des chiens d'origine, tu dis, ouais, je m'en bats les couilles. Temple de Xarsaroth. Et alors que là en fait c'est tout le contraire en fait il te plonge direct dedans, mais il a pas besoin de tout expliquer parce qu'il sait que ça se comprend naturellement en fait. C'est quelque part c'est un des avantages de la low fantasy, c'est que on se concentre vachement plus sur des intrigues plus humaines, plus terre à terre, et tout l'aspect merveilleux il est beaucoup plus rare et beaucoup plus précieux. Ouais. Exactement. Bon, après, je pense que, par exemple, Tolkien et tout, il le fait mieux, tu vois, genre en mode... Ouais, Tolkien, c'est incroyable. Mais, comme tu l'as dit, l'inconvénient, c'est que du coup, on se concentre moins... Quoique Tolkien et tout, c'est fort, parce que les intrigues et tout, c'est pas mal. Moi, je préfère Martin, parce que je trouve que les intrigues, elles sont quand même plus terre à terre et plus sophistiquées. Donc je préfère. Mais c'est vrai que bon, les deux et plusieurs autres, hein, mais ils se distinguent de la masse, qui eux, c'est lourd et c'est pesant quoi, quand ils t'installent leur univers et leur mythologie. Mais dans la high fantasy, il y a l'aspect épique quand même est vachement plus prononcé. Il y a un aspect tellement légendaire. En fait, l'aspect légendaire, tu vois. Ouais. Genre vraiment quand putain, j'ai un trou, mais quand cette histoire de Sauron se fait couper le doigt, se fait couper la main, tout ça, il y a un aspect tellement légendaire dans ce qui est en train de se passer que ça marque les esprits, ça marque les esprits, et c'est incroyable. Mais c'est pas le même type c'est pas le même type d'intrigue et tout, d'événements choquants qui se déroulent entre la fantasy de Martin et celle de Tolkien. C'est pas la même chose. Donc continuons cette histoire avec Maître Lewin. Il y a 12 000 ans, survinrent les premiers hommes par le bras de Dorn qui n'était pas cassé à l'époque, montant des chevaux avec des épées de bronze. Donc le bras de Dorn, en fait, si on regarde bien la carte, au fait, au niveau de Dorn, il y a une espèce de... En fait, on sent qu'il y a une partie de Dorn qui a été arrachée, quoi. Et si on regarde bien, il y a une mer au niveau de Dorn, et en fait, on voit bien qu'il y a... Voilà, quoi, ça a été fracturé. Faut regarder la carte pour comprendre, mais ça se voit bien. Et donc, au fur et à mesure de leurs installations, les premiers hommes livraient au feu les arbres cœurs avec les faces sculptées, ce qui provoqua une guerre entre eux et les enfants de la forêt. Et donc, c'est à ce moment-là que les enfants de la forêt auraient utilisé la magie afin de casser le bras de Dorn et de bloquer l'arrivée des premiers hommes par conséquent. La guerre fut sanglante des deux côtés, et par la raison, un pacte fut conclu entre les deux camps dans la petite île au centre du lac l'Œil-Dieu.
Quand même, putain, avec de la magie, ils étaient capables de briser un continent en deux, quoi. c'est hardcore quand même, hein. C'est chaud. Ouais, c'est vrai que là, tu te dis, on dit qu'ils ont perdu plus d'hommes que les premiers hommes parce qu'ils étaient plus petits, je sais pas quoi, mais avec la magie, t'es capable de faire beaucoup de choses quand même. Genre en mode, ils galéraient contre des humains, mais wesh, ils ont brisé. C'est du Dragon Ball shit là. Mais après, tu sais ce qu'ils sont dans le tome, il s'est dit, ils auraient semble-t-il quoi. Donc c'est pas. Ouais, c'est pas confirmé, mais bon, s'ils l'ont vraiment fait. Non, mais sûrement c'est un truc et tout. Peut-être individuellement leurs pouvoirs sont super faibles, mais en utilisant le pouvoir des trois des Halliwell, comme ça, tu vois. Donc peut-être que genre ouais, il faut qu'ils s'assemblent tous, ou il y a des rituels spéciaux qu'il faut faire pour que la magie soit super puissante, quelque chose comme ça. Quand même un continent. Je sais pas. Non, ça se trouve, tu sais aussi, il y avait un truc, peut-être ils vénéraient la vie, donc ils étaient pas enclins à tuer des gens ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Hein. Ouais, je sais pas. Ouais. Pourquoi pas. Ils partagèrent l'espace des 7 couronnes entre les deux peuples, et les premiers hommes jurèrent de ne plus jamais couper de Baral. Là, en plus, on dit que, ce pacte fut scellé avec des arbres cœurs, avec des faces sculptées autour, afin qu'ils soient sous le regard des dieux. Et c'est à ce moment-là que fut instauré l'ordre sacré des hommes verts pour assurer la protection de l'île aux faces. C'est à ce moment-là que se termina l'âge de l'aube et que commence l'âge des héros. Donc on avait déjà parlé, il y a même je crois dans le premier chapitre de l'île aux faces et des hommes verts, et on comprend enfin de quoi il retourne maintenant. Je me rappelle que je crois que s'il disait oui, en gros les hommes verts montent ta garde au niveau de l'île aux faces, et tu savais pas trop quand je te posais la question, tu savais pas trop de quoi pourquoi ils montaient la garde, qu'est-ce qu'ils gardaient et tout, etc. Alors, du coup là on a l'explication. Mais du coup, est-ce que tu penses que cet ordre existe toujours? Est-ce que tu penses qu'il protège toujours Pourquoi pas, mais à mon avis, ça doit pas être une super puissance. Enfin, je les vois pas être une putain d'armée ou une force militaire incroyable, tu vois. J'imagine un peu les deux bûcherons qui restent, tu vois. Enfin non, pas les bûcherons du coup, mais un peu les deux gardes forestiers. Ah oui, je remarque que ça a perdu sa splendeur depuis et que... Je sais même pas... Je sais même pas ce qu'ils foutent, tu vois. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'ils... Bah, ils montent la garde et ils scellent... Enfin, ils montent la garde, par exemple, sur les barrels de... Parce qu'on a l'impression qu'il reste plus trop de... il reste même, après l'affirmation, qu'il reste plus de barrels dans le sud, à part justement au niveau de l'œil Dieu. De cette île aux faces. J'ai pas l'impression qu'il y a une volonté de les couper qu'à l'heure actuelle il y a pas qu'il y ait une volonté absolument d'abattre les barrels. Voilà, c'est fait quoi. Maintenant. Ah, que par exemple maintenant les gens ils ont plus cette volonté de réduire. Ouais. Mais bon, ça fait, je suis sûr, c'est un peu les gardes forestiers d'une réserve naturelle, tu vois un peu. Je les vois un peu comme ça. Ok. Ah, peut-être, du coup, ils auraient perdu, par exemple, le sens premier de leur mission, quelque chose comme ça? Ouais, enfin, franchement, j'ai du mal à imaginer. Surtout qu'ils sont même pas représentés dans la série, donc j'ai vraiment aucune idée de leur caractère, de leur culture. Ouais, même comment ils sont recrutés, genre, tu vois. Est-ce que, par exemple... c'est de père en fils, à mon avis. Enfin, il doit y avoir un sacré taux de consanguinité, mais depuis le temps, putain. Ah, ça doit être hardcore. Bah ça, soit il y a des milliers d'années, genre. Mais c'est vrai qu'on n'a pas une représentation. Peut-être que ça se trouve il y a un petit village qui vit là-bas, ou ça se trouve c'est dans chaque maison on te dit tous les 10 ans tu dois envoyer quelqu'un chez les hommes verts, et puis le mec il va passer toute sa vie. Ouais, c'est vrai. Parce que dit comme ça, on dirait qu'ils sont vraiment reclus. On a vraiment l'impression qu'ils sont reclus, qu'ils vont pas ailleurs. Ça a pas l'air bien grand en plus. Ouais, si t'es le sandal comme ça, c'est vrai que t'es isolé, quoi. Mais au moins, ils sont protégés, les barrages qui se trouvent là-bas. Enfin, au moins protégés naturellement. Et puis, pas naturellement par des hommes verts. Et donc, c'est marrant parce qu'on a dit qu'en gros, après ça, les premiers hommes, ils ont commencé à adopter la religion des enfants de la forêt, quoi. Finalement, après la guerre, on se dit, peut-être ta religion elle est pas mal, moi aussi, je vais sculpter mon barrel. C'est bizarre. Osha intervient alors pour dire qu'à présent les enfants de la forêt n'existent qu'au-delà du mur, mais pour le maître, ceux-ci ont complètement disparu.
Ensuite, le maître Lewin l'évoque, mais survint la longue nuit, puis la naissance des 7 couronnes. En fait, les 7 couronnes, elles ont été créées pendant l'âge des héros. Elles ont pas été créées, enfin, c'est vrai on savait pas trop à quel moment elles ont été créées, les 7 couronnes, depuis le début, hein. Mais, ouais, du coup, ça a été par les premiers hommes, mais, moi, j'aurais pensé que c'était plutôt à l'époque des Andals, au départ, mais, en fait, non, c'est pendant les premiers hommes. Et donc, oui, on a déjà parlé de cette longue nuit, hein, là où il y a eu les marcheurs blancs qui ont dévalé sur les 7 couronnes, et puis, en gros, voilà. En plus, c'est même pas très clair, parce qu'on dit, oui, il y a un dernier héros qui a survécu, mais oui, qui est allé chercher les lettres des enfants de la forêt. Et puis, il avait pas de femme, ce dernier. Genre, comment il a repeuplé la population après, tu vois. Ça a l'air un truc, genre, vraiment une fable. Mais en même temps, pas tellement, tu vois. Mais je me dis plus que ça doit être, par exemple, je sais pas, peut-être on sait pas à quel point ils ont dévasté, tu vois, les 7 couronnes, les marcheurs blancs à cette époque-là. Ouais. Donc, tout ça, c'est pas très clair, mais on peut comprendre que c'était vraiment dévastateur. Et donc, 4000 ans après ce pacte, donc il y a 8000 ans, débuta l'arrivée des Andals qui, eux, maniaient le feu et l'acier et surtout vénéraient les 7 dieux. Les 7 dieux, donc on connaît toujours pas le nom, hein, mais... 7. Ils sont 7. Ils sont 7. 6 des couronnes, en fait, furent pris par les Andals, mais pas le Nord. Les réductibles Nord, qui sont protégés, ils étaient protégés par le Nek, par les paludiers, par les rides, c'est toujours là. Et on dit que la tradition des 7 dieux fut imposée dans chacune de ces 6 couronnes où l'on brûlait les barrales et où l'on repoussait les enfants de la forêt, vers le nord. C'est un peu en mode il existait 4 nations qui vivent en harmonie, puis un jour la nation du feu prit les armes. C'est la nation du nord, où elle présente des contrées d'après la prophétie. Mais ouais, donc les Andals, ils ont l'air quand même, ils ont vraiment imposé leur religion, quoi. Ils ont dit, non, toi t'es barral et tout, tu m'enlèves ça. Enlève-moi ça. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que... Ils ont même pas de nom. Casse-toi avec tes dieux, ils ont même pas de nom. Et mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend qu'à cette époque, en fait, les enfants de la forêt, ils vivaient toujours un peu partout, du coup, sur les 7 couronnes. Ouais. Et donc c'est en fait c'est l'arrivée des Andals qui les a poussés à reculer au nord et sûrement à un moment donné à franchir le mur. Après bon, est-ce qu'ils sont encore là, est-ce qu'ils sont plus là pour l'instant après on peut dire que tu vois c'est comme Maître Lewin il dit les marcheurs blancs n'existent pas, on sait qu'ils existent. Moi en fait je pense tout le contraire de ce que Maître Lewin dit. Ouais. Chaque fois qu'il dit qu'un truc n'existe pas, ça veut dire que ça existe. Soudain, Été puis Broussailles, qui se joint à son compère, hurlèrent à plein poumon, et Bran comprit, après un mauvais pressentiment, que la corneille à 3 yeux avait raison, qu'elle l'avait emmené dans la crypte faire ses adieux à son père. Il est dit qu'à l'arrêt des hurlements, Été s'approcha de Broussailles afin de lécher les plaies qu'il lui avait infligées dans la crypte. Ça avait un peu pensé à ce qu'il avait dit Ned à Arya. Oui, le loup solitaire meurt et quand l'hiver vient. Ouais, quand l'hiver vient, il faut partir en meute, quoi. Donc, voilà, là, tu sens que voilà, c'est vrai qu'on avait plein d'informations, mais ça rajoute encore le fait que, voilà, les loups sont mystiques, qu'ils comprennent des choses, qu'ils sont un peu surnaturels, etc., etc. Un corbeau s'approcha alors apportant un message, et Lewin, ainsi qu'au chat, parurent comprendre aussi la raison de sa venue. Le chapitre se termine avec un maître Lewin larmoyant suggérant de trouver un sculpteur qui connaissait bien l'aspect des Dark Stark. Et des fois, je me dis que Martin, franchement, moi, je trouve que ça a vraiment une qualité qui sait superbement bien finir ses chapitres. À chaque fois, ça se termine soit sur une petite note d'humour, soit sur quelque chose d'intelligent, quoi. C'est vraiment dire, bon, il va falloir quelqu'un qui connaisse bien l'aspect des Dark Stark, l'aspect de votre père, genre, je trouve que c'est génial de la façon de finir ces chapitres. Oui. Il y a plein de chapitres qui se terminent comme ça. Avec une belle, une belle tournure ou un truc comme ça. Je suis sûr, à mon avis, il doit passer du temps, il est genre en mode, il a fini le chapitre, mais il se dit, attends, comment je peux finir? Tu vois, qu'est-ce qui va donner encore envie au lecteur de lire, tu vois? Ou même leur faire dire, oh, bien trouvé, tu vois, enfin, bien wesh. Non, parce qu'en vrai, c'est un art, parce que tu dis, des fois, il y a des chapitres qui se terminent genre de façon osef, peut-être tu refermes le bouquin, tu dis, bon, je vais le lire après. Alors que quand le chapitre se termine vraiment bien, ou se termine sur quelque chose d'intriguant, ou
je sais pas, quelque chose de marrant ou quelque chose de, tu vois, enfin, bref, de bien écrit, t'as forcément envie de lire la suite, genre. Surtout avec ce système de POV où du coup t'as envie de retrouver d'autres personnages, t'as envie de savoir la suite d'un autre point de vue, etc. Moi, pas forcément, ça me donne pas forcément envie de lire la suite. Parfois même, j'ai envie de fermer le bouquin et me dire, oh, j'ai bien lu, tu vois. Genre en mode, je suis bien rassasié après un bon repas, je fais, j'ai bien mangé. tu vois, c'est un peu ça. Et ouais, donc je disais à Guillaume et tout que moi ça fait vraiment partie de mes chapitres préférés du bouquin parce que ouais, on l'a déjà dit tout à l'heure, hein, mais j'adore comment Martin il écrit surtout cet aspect de conte. Moi j'ai bien aimé ça. Juste un peu le début, ça me. Bah le début, je trouve que c'était cette opposition justement entre tu vois voilà le réalisme de Lewin et voilà le mysticisme de Osha et de Bran, et puis tu vois tu sens que les rêves ils sont plus que des rêves, et puis tu comprends qu'avec la crypte, même en fait c'est tout l'aspect de la crypte, toi, qu'on comprend qu'elle est vachement large, on comprend qu'elle est chargée d'histoire avec tous ses rois. J'ai adoré ce chapitre, surtout les points, d'une part, enfin de l'autre côté, en deuxième partie, la mythologie, et en gros ce qu'il englobe, ça explique beaucoup de choses. Bon, ça explique peu, mais ça apporte des choses par rapport à la magie, parce que c'est vrai que la magie, on l'a déjà dit dans le chapitre de Daenerys, hein, mais on sait qu'elle existe dans l'univers, mais on n'a pas encore trop goûté pour l'instant. Et donc tous ces éléments qui en apportent, et puis on se dit, ok, on voit le point de vue de certains personnages, est-ce qu'elle existe vraiment, est-ce que les enfants de la forêt existent, est-ce que etc., tu vois. Mais non, mais du coup si je devais faire un top, moi je vais faire un top pour l'instant des chapitres, je suis sûr qu'ils sont dans le top 3 avec ah ouais avec celui de Ned, la tour de la joie, et celui de Jon avec le maître Aemon, où il dit oui, pourquoi tu penses que les hommes de la garde de nuit ne prennent pas de femmes ni d'enfants d'enfants, tu vois. Ouais, franchement, faudrait, je saurais pas du tout faire un top des chapitres. Ouais. Y a pas que genre 1, 2, 3 chapitres et tout qui te reviennent comme ça, tu te dis j'ai vachement kiffé celui-là quand même. Je sais pas. Non, pas comme ça, peut-être faudrait que je me repose un peu. Même pas comme ça, la tour de la joie et tout, ça te... Si, c'est bien, mais en fait, moi j'ai tout le temps peur de rater, d'oublier un chapitre vraiment bien, tu vois. Genre en mode me jeter trop sur un truc auquel je pense en premier et pas vraiment bien évaluer la valeur de chaque chapitre. Ok. Genre, à un moment donné, je te dirais, bon, relis tout le bouquin, et puis, et puis maintenant, pose-toi et tout, et tu fais un top, tu fais un classement. Allez, classons les 72 chapitres de Game of Thrones. Numéro 72. Putain, sur YouTube, les tops abusés, complètement abusés. Genre le top de toutes les chansons de Kanye West. Chanson 362. Alors, putain. Mais là, par exemple, tu me dis quel chapitre j'ai trouvé le pire ou lequel j'ai le moins aimé depuis le début. Oh, ça doit être un chapitre de Sansa. Le chapitre avec Geoffrey et Sansa qui font les amoureux. Putain. Ah ouais, le tout premier de Sansa. Ah putain, oh là là. Ah ouais, non, c'est vrai qu'il était vagabond celui-là. Mais en fait, c'est surtout gavant par rapport au personnage, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est vraiment le chapitre en lui-même? Ah, peut-être, hein, mais ça fait chier. Il fait chier. Bon, en tout cas, voilà, on a apprécié 55 minutes. Ouais, je pense qu'il va y avoir du montage un peu quand même. On a divagué, on a digressé de fou. Hein. Mais bon, on a apprécié, de toute façon, avec le chapitre. Ça, il a déjà plus longtemps que le précédent chapitre. Ouais, non, mais on a abusé, là. En même temps, il y avait beaucoup de choses à dire, je pense, sur ce chapitre. Enfin, de la mythologie, quand même. Mais bref, on va vite finir. Voilà. Pour pas passer la barre des 1 heure. Et du coup, bon, on la passera jamais, hein. Avec le montage. Donc on espère que vous avez apprécié cet épisode, que vous avez apprécié nous écouter. Voilà, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, ou si vous voulez rajouter des choses qu'on n'a pas forcément dites et que vous sentez qu'il faut rajouter, vous pouvez nous écrire soit en commentaire, soit sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau chapitre. À la prochaine.